du jour. Je le disais à l'entame, ce dimanche de 9 juillet se tenait à Bissau le 63e sommet ordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lamine Monument Assissé, à peine élu, Bola Tinubu commence déjà à taper la poitrine contre les coups d'État dans l'espace ouest africain. Je redoute qu'il soit très émotif, il est volontariste, c'est vrai, mais il a une volonté innocente, comme je l'ai d'ailleurs écrit aujourd'hui. Il dit, c'est un départ, vous savez, c'est ce qu'il a fait quand il a pris le pouvoir. Et là, peut-être qu'il a réussi au Nigeria avec de grosses réformes, et notamment liées à l'arrêt de la subvention du carburant. Et ça a permis à son pays de faire une grosse économie. C'était d'ailleurs une exigence du Fonds monétaire international. Donc, sous d'autres cieux, ça aurait été très très compliqué. Donc, pour des présidents politiques, ça aurait été un peu difficile. Mais lui, il l'a fait. Alors, mais, sauf qu'il ne peut pas s'appuyer, il n'a pas les mêmes leviers pour appliquer une conviction, pour exécuter une conviction. Dans la sous-région, c'est un peu compliqué parce que ce qu'il a dit, par exemple, il dit que la démocratie, c'est le mode par excellence de gouvernance. Et donc, il a parlé du respect des droits de l'homme, ce qui suppose il faut l'indépendance, la démocratie, c'est permettre à tous les pouvoirs de s'exprimer. Voilà, donc le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Mais malheureusement, dans la sous-région, la plupart des présidents, la plupart des États dans la sous-région ne permettent pas ces pouvoirs-là indépendamment de s'exprimer. Il n'y a pas que dans les pouvoirs de transition. Il n'y a pas que ces trois pays-là. Maintenant, prenez par exemple la Côte d'Ivoire. C'est pire, on parle aujourd'hui du cas de Laurent Gbagbo qui est rayé sur la liste électorale et de Blé Goudé qu'on empêche de se présenter aux élections. Et donc il y a assez de choses. On connaît la stratégie de Ouattara. Ouattara, il appelle quand ça l'arrange. Et puis il verrouille quand ça. Il arbore le manteau d'autocrate quand c'est encore nécessaire. Et c'est ce qu'il fait à l'occasion à la veille des consultations électorales. Alors au Sénégal, Macky a été contraint à abandonner, à abdiquer. Et puis il y a le Togo qui n'est pas un bel exemple, pas du tout. Et le Bénin non plus, avec Talon qui choisit ses adversaires, comme le Gabon qui vient d'annoncer sa troisième. Non, ça c'est en dehors de la sous-région. Ça c'est en dehors de la sous-région. Et donc, vous avez vu, les présidents qui sont dans la logique, dans la peau, dans l'esprit de Tinubu, ils ne sont pas nombreux et ils sont moins puissants. Ils sont moins puissants. Le Ghanéen, oui, il est fort, il est puissant, il vient de quitter d'ailleurs. Et il y a le Libérien, George Weah, qui est beaucoup plus bousculé par des problèmes intérieurs dans son pays, qui a un problème de gouvernance dans son pays, qui est très contesté. Et celui qui le rejoint et qui parle sans filtre, c'est bien celui qui vient de quitter. Le Bissau-Guinéen. Voilà, le Bissau-Guinéen. Ce qu'il peut, c'est dire, c'est exprimer sa conviction, mais malheureusement, il n'a aucun moyen de coercition. Donc, les trois agents, non. Donc, la CEDEAO ne peut pas. C'est très compliqué. Au-delà. C'est une mission impossible. Au-delà, il y a aussi la France. La France qui a une très grande influence sur la sous-région, sur la CEDEAO, pour la simple raison qu'il y a beaucoup de pays francophones. Et ces pays francophones, pour la plupart, sont considérés comme étant des valets de la France. Dans un monde géopolitique, dans un monde que nous connaissons, où les États, les Occidentaux ne veulent plus laisser, comme ils l'ont dit d'ailleurs, comme Macron l'a dit, comme les États-Unis l'ont dit, c'est ce qui explique les sommets, les dernières rencontres entre les États-Unis et les pays africains, les sommets anticipés entre les pays occidentaux et les Africains. Donc on ne veut plus laisser le terrain libre à la Russie, ce qui veut dire, la Turquie et à la Chine. Il n'y a pas qu'en Afrique, même ailleurs. Et quand Macron a accepté de recevoir MBS, quand les États-Unis, quand Biden a accepté de recevoir et de se déplacer pour aller en Arabie Saoudite, après un rapport qui a épinglé MBS d'assassinat d'un journaliste, d'assassinat crapuleux d'un journaliste, et après que les organisations de défense des droits de l'homme en France également aient interpellé le président sur la situation, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, les gens, la démocratie, c'est le cadet des soucis des Occidentaux, c'est plutôt leur intérêt. Alors, ce qui pourrait être rédhibitoire, l'exécution, l'application de cette conviction de Tinubu, c'est la position de la France. Cette position que nous connaissons
partisane pour certains États pourrait être totalement rédhibitoire à l'application. Par contre, ce qui est aussi vrai, concernant les transitions. Dans les 3 pays. Concernant les transitions. Le Burkina, la Guinée et le Mali. Concernant les transitions dans les 3 pays, le simple fait pour la CEDEAO, même si de prononcer la sanction, même si la CEDEAO ne peut pas aller au-delà parce qu'on n'a pas les moyens d'aller au-delà, de contraindre les pays à se conformer à leurs instructions, mais le simple fait de prononcer la sanction peut coûter très cher à ces pays. Et comme nous le savons, et le ministre de l'économie et de l'économie le dit, les relations avec les institutions, les partenaires occidentaux, pour la plupart qui restent encore très vertueux, il y a des partenaires qui tiennent compte, qui tiennent compte de ces principes-là. Le principe de subsidiarité. Alors, ces partenaires-là, malheureusement, peuvent, aux dépens de ces pays contre lesquels la sanction est prononcée, peuvent prendre des décisions qui peuvent fortement impacter l'économie de ces pays. Et donc, il faut taper sur le portefeuille. Et quand on tape sur le portefeuille et tous les problèmes... Ça crée tout de suite... oui, bien sûr. Ça crée des grincements de dents à l'interne. Et aucun régime ne peut résister devant un soulèvement populaire. Comme le Guinée est résilient. Je suis d'accord aussi. Mais on a vu 2006-2007, c'est ce qu'on disait, le Guinée est résilient, mais à un moment donné, les gens étaient sortis. Et ça a été ce que ça a été pour la Guinée n'était pas aussi autant divisée. Le Conseil des ministres est un organe établi par la Constitution française pour discuter et adopter certains des actes principaux du pouvoir exécutif, comme le dépôt des projets de loi du gouvernement, mais également ou de la nomination des hauts fonctionnaires et officiers militaires. C'est la définition de Wikipédia. Oui, Boubacar Sansou-Bari. Donc, il y a certains actes du pouvoir exécutif qui peuvent être pris lors du Conseil des ministres. Entériné par le président de la République. C'est pourquoi on dit que le Conseil des ministres n'est ni un organe d'exécution, ni un organe de décision. Le 63e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Boubacar Sansou-Bari. Alors, moi personnellement, l'arrivée de Bola Tinubu à la tête de la CEDEAO, c'est quelque chose que j'espérais. Et donc, c'est autant vous dire que... Pourquoi? Oui, voilà. Allez-y. C'est vous dire que moi, je suis plutôt content de son arrivée parce que, en réalité, ces derniers temps, dans la CEDEAO, c'est comme si on assistait on était dans une cour de récréation où pratiquement personne ne fixe les règles à suivre, où chacun faisait ce que bon lui semblait. Et c'est un espace, la CEDEAO, où désormais les grandes puissances ont pris l'habitude de venir, ils s'en servent comme un terrain de jeu. Vous avez la Russie, vous avez la France, vous avez la Turquie, vous avez la Chine. Tout le monde vient s'affronter là parce que pratiquement il n'y a aucun ordre pratiquement au sein de l'espace. Et il n'y avait pas d'ordre parce que ceux qui font office de géants, parce que vous savez que pour ce qui est de l'Union européenne par exemple, l'espace dépend du couple franco-allemand. Ici, vous avez les principaux pays que vous en avez peut-être 4, c'est le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana. Or, il se trouvait que la Côte d'Ivoire, il l'a dit, on ne peut plus compter. Ouattara ne peut plus dire quoi que ce soit à quelqu'un. Il n'a plus de leçon. Voilà. Et Macky Sall, avec ce qui vient de se passer, il ne pouvait plus avoir la voix audible. Il ne restait que pratiquement le Ghana, parce que sous Mamadou Bari, le Nigeria s'était recroquevillé sur lui-même, il ne s'intéressait pas à ce qui se passait aux questions sous-régionales. Du coup, on avait besoin, et je pense même que tout cela s'est fait comme dans une espèce d'arrangement. Les gens ont exhorté Bola Tinubu à être président en exercice de la CEDEAO, parce que pratiquement il ne restait plus personne pour assumer avec exactement, et avec en tout cas en portant un certain espoir. Donc, et lui il a son avantage, encore une fois, le poids de son pays dans la sous-région. Il y a des petits pays qui peut-être ressentaient la même chose, mais qui ne peuvent pas le faire valoir quand la Côte d'Ivoire, le Sénégal ne peut plus servir de repère. Mais une fois que vous avez le parapluie du Nigeria, désormais vous pouvez valablement exprimer votre point de vue, vous pouvez manifester vos convictions. Donc, de ce point de vue, l'arrivée de Bola Tinubu est un avantage. Ça pourra faire bouger les lignes.
En tout cas, moi je dis, ça peut restaurer... Parce qu'il a annoncé la tenue d'un sommet spécialement pour analyser les différentes transitions dans les 3 pays. Exactement. Donc, je pense envisager toutes les dispositions pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel dans ces pays. Donc, pour ça, moi je dis que ça me rassure, l'arrivée de Bola Tinubu à la tête du pays, et je n'exclus pas qu'il fasse 2 mandats. Le temps vraiment de gommer un certain nombre de choses dans l'espace. Notamment de dirigeants, qui ne sont pas enclins, qui ne sont pas très réceptifs aux principes démocratiques. Et puis, sur un autre aspect, Monyoma disait tout à l'heure, et c'est tout à fait le contraire, il me semble, c'est qu'il a l'avantage de ne pas être étiqueté valet de la France. Il a un pays anglophone. Voilà, il a cet avantage-là. C'est-à-dire, au-delà de tout, le Nigeria a une certaine fierté dans la sous-région, en étant une des secondes puissances économiques du continent. Le Nigeria ne peut pas permettre à tout bout de champ qu'on lui dise que c'est un valet de la France qui de surcroît n'était pas une ancienne puissance coloniale du Nigeria. Donc, de ce point de vue, tout ce qui, comment je vais dire ça, pullule sur les réseaux sociaux avec le sentiment anti-français qui font dans l'instrumentalisation, ce discours-là ne peut pas nécessairement marcher. Et ça ne peut pas l'influencer, lui, Bola. Ça ne peut pas l'influencer. Exactement. Donc, il n'y a pas... Personnellement, je pense qu'il a parfaitement raison. Les moyens de coercition, si vous parlez d'armée, ça n'existe pas. Mais c'est déjà un moyen politique que de fédérer un certain nombre d'acteurs favorables aux principes démocratiques. Et ça, je pense que Bola Tinubu réunit ces conditions. D'autant que le discours qu'il a tenu, ceux qui y étaient, on l'a dit, il a été fortement applaudi. Et je voudrais noter, et c'est la dernière chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'il y avait 11 chefs d'État de la sous-région qui ont pris part au sommet. Ça veut dire qu'il n'y avait qu'Alassane Ouattara qui n'était pas à la rencontre, sinon tous les autres, parce que si la CEDEAO c'est 15 pays, vous avez enlevé les 3 qui sont en transition, il ne vous reste que 12. S'il y a 11 qui étaient là, pratiquement il n'y avait qu'Alassane Ouattara qui n'était pas là. Qui n'était pas présent. Oui, Habib Marouane, vous, quelle lecture vous portez sur l'avènement de Bola Tinubu à la tête de la CEDEAO, et surtout ces grandes annonces quand tu dis que nous n'avons pas investi dans nos armées, leur uniforme, leur formation, leurs bottes, pour qu'elles se braquent contre les populations de l'espace sur-régional. Oui, je pense qu'il y a d'abord le contexte qu'il ne faut pas occulter. Ensuite, il y a ce besoin de confirmation de l'autorité, à la fois de légitimation des autorités au niveau de la CEDEAO, mais aussi d'affirmation et de confirmation de la suprématie du Nigeria dans le contexte de la sous-région. Premièrement, sur la question du contexte, aujourd'hui, quand on prend l'espace de la CEDEAO, c'est l'espace le plus marqué par des instabilités politiques. C'est la seule région aujourd'hui qui connaît 3 transitions militaires, à savoir la Guinée, le Burkina et en même temps le Mali. Et aujourd'hui, on sait que le président de la conférence des chefs d'État qui est sortant, qui venait de quitter Ambalo, il avait cette difficulté parce qu'on l'assimilait, ses décisions étaient juste réduites à la petitesse de son pays, mais aussi à son personnage, à sa personnalité. À son tempérament. Donc, il était confronté à ce problème parce qu'il était... Même si là où il a apporté son pays, ensuite lui-même... Aucun chef d'État, à part peut-être que, comme Monyoma l'a dit, à part celui qui a amené le pays à l'indépendance, il a hissé le drapeau de la Guinée-Bissau. Oui, mais on pense mais quand on regarde aujourd'hui la plupart des chefs d'État, on pense que Ambalo c'est une fabrication du Nigeria, c'est une fabrication du Sénégal, mais c'est aussi au-delà d'être ce valet des chefs d'État, de certains chefs d'État de la sous-région, on pense que c'est quelqu'un qui pourrait prendre des instructions du côté de la métropole. Donc il y avait ce handicap qui pesait sur Ambalo. Maintenant, vous savez, il faut connaître un peu l'histoire de la sous-région. Lorsqu'on avait le cas le plus probant, c'était le cas de la Gambie. Quand ça n'allait pas, on a vu la menace du Nigeria qui a fait précipiter et même du Sénégal. Le départ. Non, oui, le Sénégal, c'était juste, vous savez, l'espace francophone est reconnu être des gens qui sont beaucoup plus volubiles, qui sont dans le discours, mais qui ne sont pas dans le pragmatisme. Mais les pays anglo-saxons sont beaucoup plus dans le réalisme et le pragmatisme. Ça, c'est reconnu à ces États qui évoluent dans l'espace anglo-saxon. Donc, le dernier cas avec Yahya Jammeh est assez illustratif. Il y a aussi le cas lorsque la sous-région était marquée
par les rébellions en Sierra Leone, au Libéria, il a fallu le grand Nigeria pour taper du poing et le retour à l'ordre, à la stabilité. Vous avez vu Helen Guerlain Sirleaf, on pensait que c'était une fabrication du Nigeria. Ouais. On a vu les chefs d'État qui ont quand même des grands noms. Obasanjo, vous avez vu le président Babangida, vous avez vu d'autres présidents du Nigeria qui ont quand même réussi à s'imposer dans un contexte qui n'était pas aussi favorable pour la sous-région. Donc, du point de vue contexte, on pense que aujourd'hui, il fallait trouver un géant qui pouvait s'imposer. Il y a le Sénégal, comme il a dit tout à l'heure, siffler la fin de la récréation. Il faut craindre, parce qu'au-delà de tout, l'homme qui est venu, parce que je vois les gens dire non, pourquoi il peut menacer alors que le Nigeria fait face à une terrorisme. Mais la guerre la plus difficile à combattre, c'est la guerre interne. Ce n'est pas parce que là, vous avez des problèmes en votre sein, c'est un problème interne. Ça, c'est les guerres les plus difficiles à gagner et à combattre. C'est les guerres internes. Mais il ne faut pas aussi se perdre de vue. Aujourd'hui, c'est la plus grande puissance armée de la sous-région. Vous avez le Nigeria qui fait partie du top 50 des pays les plus armés, les mieux occupés du monde. Donc, je pense que ce deuxième facteur, il y a aussi cet homme, Tinubu là. C'est pas quand même un misérable, c'est pas un mendiant, c'est un milliardaire qui est là. Vous avez vu d'ailleurs l'assurance qu'il a donnée. On sait tous, la transition, c'était 6 mois, mais lui, il dit dans un mois, on va se retrouver. Et quand on va se retrouver, c'est pour botter le derrière de ceux qui seront quand même récalcitrants, c'est ceux qui ne voudront pas rendre le tablier. Il faut craindre pour ces petits pays. Et quand on voit aujourd'hui la classification des armées dans le monde, la Guinée ne fait même pas partie du top 100. Donc je pense qu'avec un grand Nigeria, avec le Mali d'ailleurs qui est dans le top 100 des armées les plus performantes du monde. Donc je pense que ça aussi c'est des facteurs qu'il ne faut pas occulter. Mais je dis et j'insiste, il y a aujourd'hui ce soulagement qui commence à naître, il y a cet espoir qui commence à renaître et ça peut être une source de frein pour ceux qui auront des velléités ou des ambitions d'emboîter les pas des Mamadi Doumbouya, des autres qui sont quand même qui ont pris leur pays en otage. Donc je pense que soit ils sont obligés, je vais parler de la Guinée, du Mali ou du Burkina, de s'aligner ou on leur botte les derrière parce que c'est le rapport de force qui va déterminer. Comme l'a dit le président, il faut avoir des crocs qui mordent, que pas quand même, faut pas avoir des griffes comme l'a dit s'il y a un chat qui n'est pas un chat ganté. Je pense qu'il faudrait permettre, il faudra applaudir Tinubu là, il faudra le féliciter et l'encourager. La misère qui s'abat sur les Guinéens, sur les Maliens, aucune transition n'a permis quand même à ces 3 pays de sortir des difficultés pour lesquelles ils ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, la situation en Guinée, elle s'empire du jour au lendemain. Vous avez vu l'arrogance qui caractérise, vous avez vu la corruption qui continue, la gabésie qui continue, des ministrons qui sont là aujourd'hui, qui ne savent même pas ce qu'ils font, qui passent tout leur temps sur les réseaux sociaux et qui... franchement, il faudrait qu'on siffle cette merde qui continue à s'abattre. On vient juste de m'envoyer ce message qu'à Matoto, les logements sociaux qui sont en construction, un vient de s'effondrer, c'est un immeuble. On nous parle qu'il y a même des personnes sous les décombres. Je pense que la rédaction va vite envoyer une équipe pour constatation. Moussa Sif est en train de prendre donc les dispositions. C'est bien derrière la mosquée Fofanaya. Oui, allez-y, Baïla Amadou Traoré. Oui, sur l'élection du nouveau président de la CEDEAO et son discours qui redonne du baume au cœur effectivement aux démocrates, on va dire africains et surtout ouest-africains. Et pour le moment, effectivement, ça ne reste qu'un discours. Sont justement ce qu'il vient de dire par rapport à sa formule qu'il faut que la CEDEAO maintenant soit un chien qui mord et qui soit un chien qui mord et qui a des crocs. Ça m'a fait penser à la fameuse citation de son compatriote Wole Soyinka qui disait effectivement que le tigre ne clame pas sa tigritude et qu'il bondit sur sa proie et la dévore. Et j'ai envie de je pense que c'est la citation parfaite. Et il y a un proverbe russe aussi qui dit qu'il faut plus se méfier du chien qui mord que de celui qui aboie. Et donc concrètement,
à part le discours, à part ce discours ferme, à part ce discours, comme on appelle, courageux, qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire? Les marges de manœuvre sont aussi réduites. Les marges de manœuvre sont aussi réduites pour le Nigeria que pour la Guinée-Bissau. Lorsqu'on parle de CEDEAO, on parle avant tout des différents États. Ambalo ne parlait pas juste au nom de sa petite, comme j'entends ici, de son petit État. Non, c'est parce que... Même s'il disait qu'il y a des petits pays, mais il n'y a pas de petits États. Exactement. Mais les manœuvres, comme je dis, les marges de manœuvre sont réduites. Militairement d'abord, la question, je suis bien d'accord que le Nigeria soit une grande armée, mais là, militairement, on parle d'une intervention armée. Dans quel contexte? Dans le contexte où déjà la sous-région, où tous les États, toutes les armées sont en train de combattre des terroristes qui menacent l'existence, qui menacent l'existence même de plusieurs États, parce que quand on finit avec si le Mali ou le Burkina tombe, après c'est automatiquement les pays frontaliers. Oui, mais est-ce que la transition dans ces pays aujourd'hui, est-ce que la transition, le fait que ces deux pays soient gérés par les militaires, est-ce que cela freine l'avancée du terrorisme, ou ces pays, chaque jour que Dieu fait, c'est des nouveaux villages, c'est des nouvelles villes qui tombent dans l'escarcelle du terrorisme? Le Nigeria qui est en position démocratique, qui ne vit pas une transition, fait face. Le Nigeria, il ne faut pas se faire la propagande occidentale. Le Nigeria, qui n'est pas en transition, a autant de mal que ces pays aussi, avec Boko Haram et avec les autres. Bref, je disais que du coup le Nigeria, qui n'est pas en transition, a aussi beaucoup de difficultés à combattre le terrorisme. Donc le terrorisme aussi, ce n'est pas simplement une question de transition ou pas de transition. Donc militairement, comme je vous dis, le Nigeria, aujourd'hui, certes, il vient d'arriver, il est en période de grâce. Il peut se permettre aujourd'hui, par exemple, de faire, comme il l'a indiqué, sur le carburant, les réserves. Mais est-ce que ça va durer? Il ne faut pas oublier aussi qu'il a été élu. Réforme, elle est déjà passée. Mais c'est ce que je dis. Alors que je suis en train de dire qu'il est en état de grâce. Il vient d'arriver. Ce que je dis à distance, c'est ce que... Oui, mais comprenez ce que je dis. Il est en période de grâce. Il est en période de grâce. Va venir aussi le moment où ça va se corser déjà chez lui, avant de parler d'une intervention militaire à l'extérieur. Et n'oubliez pas aussi qu'il n'a pas été élu sur un... Oui, mais il y a ce auditeur qui me dit de vous rappeler le Comog. Sur un plateau de Comog sous le leadership du Nigeria. Comment? Non, on me dit, rappelez à Baïla. Oui, le Comog, ce que le Comog a fait sous le leadership du Nigeria. Je ne l'ignore pas, mais les Comog, ce n'était pas le contexte aujourd'hui. Je vous dis que le pays, on est en train de combattre des groupes terroristes qui sont en train de progresser, qui menacent. Et comme je le disais, aussi dans leur... le Nigeria lui-même, ça c'est le volet militaire, mais même économiquement, vous voyez que... Juste après la pause, je vous redonne la parole. Il était déjà, tenez-vous bien, reçu, il a déjà fait un séjour, 2 fois un séjour en France avant même sa prise de fonction, et il a notamment été reçu également par Emmanuel Macron, et comme je le disais tout à l'heure, même ses conditions d'élection, bientôt l'opposition chez lui aussi va commencer. Maintenant, économiquement, financièrement aussi, la marge de manœuvre est limitée. On a bien vu que la question des sanctions, qui avait aussi été brandie comme une solution magique pour faire plier les États en transition, a été rangée dans les gourdins face à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est d'ailleurs ce même sommet de la CEDEAO qui a été précédé par le sommet de l'UMOA, où on a entériné justement la fin non seulement de toutes les sanctions qui pesaient sur le Mali, mais la fin également de la suspension de l'institution. C'est la preuve que la question des sanctions, on a bien vu comment ça avait été réglé petit à petit, les impacts que ça avait eu sur les autres États, sur les États même qui ont pris les sanctions, notamment le Sénégal. Donc même de ce point de vue-là, la marge de manœuvre sera très limitée, et donc je pense
pense qu'il faudra continuer. Et il ne faut pas oublier, je termine par-dessus, on voit à travers même le compte-rendu du sommet que les 3 transitions aussi vont de pair. Parce qu'on voit qu'ils sont même traités ensemble dans le même paragraphe et que les médiateurs ont eu les mêmes difficultés à rencontrer, comme on appelle, les autorités avant ce sommet. Et cela a même été souligné par M. Touré, le président de la commission, qui avait regretté le fait que les médiateurs n'avaient pas pu aller dans les 3 transitions. C'est pour dire aussi qu'on voit qu'il y a une certaine aussi, certainement, convergence des 3 transitions, synchronisation. Donc, leur rapprochement qui s'était matérialisé par une rencontre à Ouagadougou a certainement aussi porté fruit. Et on voit concrètement peut-être que les 3 pays en transition vont dans la même direction vis-à-vis de la CEDEAO. Allez-y. Alors, je pense qu'il faut... pour affronter la CEDEAO, c'est ça? Non, pas que lui, pour affronter les défis auxquels ils sont confrontés, notamment, effectivement, parce que les 3 pays n'ont pas les mêmes réalités, forcément. Oui, mais en Guinée, il n'y a pas de terrorisme. L'insécurité n'est pas, en tout cas... Et il y a d'autres pays qui ne sont pas en transition, mais qui sont sensibles à ce que disent ces 3 pays. Ils veulent aller dans une synergie, alors que les réalités ne sont pas forcément les mêmes. On vous dira que le citoyen burkinabé, le citoyen malien, leur préoccupation, c'est le retour de la paix convenablement, mais sauf qu'en Guinée, on ne parle pas d'endroits occupés par un quelconque groupe terroriste. Oui, en Guinée, là vous vous concentrez sur les différences, mais il y a aussi des points de convergence entre les 3 États. Je pense qu'il faut partir à la source, il faut partir à la racine. Je veux parler parce que on est en train de parler de l'intervention, de l'intervention ou encore de force de la CEDEAO, la mise en place. Oui, j'en viens. Parce que contre le terrorisme, le coup d'État, mais surtout la puissance militaire du Nigeria. Dans le contexte ouest africain, c'est de ça dont il est question. Puisqu'on parle de la mise en place d'une force, est-ce que c'est le Nigeria? Est-ce qu'il est question pour venir peut-être déloger celui qui va faire coup d'État dans un pays donné, etc., etc. Alors, il faut partir à la source. Je parle de la source par rapport à ce qui nous amène à parler de force, que ce soit le Nigeria ou que ce soit une force qui est mise en place par la CEDEAO pour venir intervenir dans les pays respectifs, sans pour autant oublier cette question de souveraineté. Alors, à la source, c'est par rapport au coup d'État. Il y a coup d'État dans les pays. On parle du cas de la Guinée, c'est purement constitutionnel. Quand on parle du cas du problème du Burkina Faso ou encore du Mali, on parle des questions d'ordre sécuritaire. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce que la CEDEAO a fait depuis sa mise en place pour empêcher ou encore mettre des mécanismes pour amener les États à respecter l'ordre constitutionnel? Ça, c'est quand nous parlons du cas du Guinée. Quand nous parlons du cas, par exemple, du Burkina Faso, du Mali, je prends ces 3 pays parce que ce sont ces 3 pays qui font d'actualité. Là, c'est question d'ordre sécuritaire. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait sur le plan sécurité ou encore le Nigeria, dont on est en train de parler aujourd'hui, la puissance pour intervenir dans ces pays pour empêcher l'évolution du terrorisme au Burkina Faso ou encore au Mali? Qu'est-ce que ces pays-là ont fait jusque-là? Absolument rien. Donc, s'il faut parler d'ordre d'intervention, de force, à cause de tout ça, le pays ne peut pas être donneur de leçons pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire par là, il faut combattre le mal à la racine, à la source. C'est-à-dire que le fait de parler de coup d'État, parce qu'on a vu un président qui veut aller à l'encontre de ce que la Constitution dit, ça c'est le cas guinéen. On a parlé de coup d'État parce qu'on a supposé que le président qui est là est incapable de résoudre les problèmes sécuritaires de son pays donné. Là aussi, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Est-ce que cette force dont on a parlé... En France, il y a eu de grosses manifestations, mais pour autant, l'armée n'a pas pris le pouvoir. Allez-y. Voilà. Est-ce qu'on a pensé, même le Sénégal tout récemment. Est-ce qu'on a des pays qui ont deux centaines d'années de pratiques démocratiques. 247 exactement. Alors, est-ce qu'on a pensé la mise en place de ces forces bien avant tous ces problèmes auxquels aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest est en train de traverser, mais aussi ce principe de souveraineté, il ne faut pas qu'on l'oublie. Alors, lorsqu'il sera question de mettre une force, c'est une très bonne chose. Tout ce qui est dit, c'est beau discours, je suis d'accord, c'est très bien. En attendant qu'on passe au pragmatisme, tout ce qu'il a dit,
Quelqu'un nous a rappelé le cas de Lecomog tout à l'heure. Oui. Et ça porte fruit. Ça porte fruit. Mais en attendant qu'on soit plus pratique, les discours c'est bien. Les discours c'est bien. En attendant qu'on soit plus pratique, mais aussi il y a une question de durée. Pour combien de temps Tinubu va rester à la tête de la CEDEAO pour pouvoir mettre en action ce dont il a parlé dans son discours tout récemment. Ils sont nombreux qui... Oui, allez-y. Cette précision, cette force d'interposition après le coup d'État, vous le savez, Sasso, et cela avait été discuté dans les couloirs d'intervenir pour rétablir l'ordre constitutionnel aussitôt. Maintenant, les chefs d'État ont pensé aux conséquences de cette intervention et ils se sont dit que ça ne peut pas forcément marcher. Et voilà, donc les idéologues ont fait comprendre au chef d'État que c'est suicidaire, c'est une initiative qui pourrait conduire au chaos. En lieu place d'arranger, de trouver une solution, ça pourrait plonger le pays dans une incertitude, dans une instabilité. Maintenant, je crois que la force d'interposition ne sera pas mise en place. Et ce qui pourrait être fait par contre et qui pourrait davantage asseoir la suprématie nigériane dans la sous-région, c'est ce que Sanso a relevé tout à l'heure, c'est la contribution du Nigeria dans la lutte contre le terrorisme dans ces deux pays. Mais aussi, il y a Marwan qui l'a dit, l'affirmation de la suprématie, parce que le Nigeria est capable de dire haut et fort à qui veut l'entendre dans l'espace sous-régional. Et donc on ne pourrait pas, peut se soustraire de l'influence des Occidentaux, comme ça se passe, parce que c'est ce qu'on a redouté à un moment donné. La CEDEAO à hauteur de 30%. Voilà, justement, c'est ce qu'on a. C'est le plus grand contributeur. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit depuis que la transition guinéenne est en marche, que la France ne veut pas, et on a vu d'ailleurs la collaboration qui s'est accrue entre la France et la Guinée. Notamment et donc la France n'étant pas favorable, la CEDEAO à l'époque dirigée par des valets de la France, et donc ne sont pas allés jusqu'à prendre une décision contre la Guinée. Mais le Nigeria ne va pas s'empêcher de prendre la décision, de demander à ce qu'une sanction soit prise contre la Guinée, et cette sanction peut avoir une répercussion sur des partenariats à l'international que la Guinée noue avec d'autres puissances économiques. Oui, quand on dit que le chien qui aboie ne mord pas, ça il faut voir d'abord la race du chien, parce que quand on voit les États-Unis, quand les États-Unis aboient, ils mordent. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc, le chien qui aboie, qui ne mord pas, il faut connaître sa race. Oui. Non, sauf que quand on prend l'exemple des États-Unis, on voit où a conduit les interventions militaires américaines, justement, par exemple, en Irak et en truc, et surtout en Libye aussi, parce que c'est ça. Donc, non, c'est ce que je veux dire. Non, c'est la France appuyée aussi par les États-Unis. C'était l'OTAN. Les États-Unis participaient, mais surtout, c'est la conséquence. C'est la conséquence de la dégradation. Si aujourd'hui, si tout le monde est d'accord pour dire que le facteur accélérateur de déstabilisation du Sahel qu'on vit aujourd'hui, c'est l'intervention militaire en Libye, et donc les interventions militaires, il faut y réfléchir 1000 fois avant de... En tout cas,